Bonjour et bienvenue à Question d'actualité en ce vendredi 14 novembre. Et comme tous les vendredis, c'est l'éditorial de ma part. Et cette semaine, je me sens presque obligé cette fois-ci de parler d'immigration. Bon, certains diront encore une fois, là, c'est un sujet qui revient assez souvent à l'émission. Mais cette fois-ci, je me sens obligé d'en parler parce que le commissaire à la langue française vient de publier quelques rapports de recherche que vous pouvez trouver sur le site d'ailleurs, qui est commissaire langue française.québec sous l'onglet Publications. Et deux études en particulier, je les nomme ici là, par leur titre, les représentations linguistiques et identitaires des jeunes issus de l'immigration, de un, et la deuxième, les deux publiés le 10 novembre dernier, la mixité dans les milieux de vie selon le groupe linguistique et la génération d'immigration. Les rapports sont assez longs et complexes, donc très intéressants, là, mais je résumerai ceux-ci par l'analyse démographique qu'ils font, où on en vient à une conclusion assez évidente, c'est que dans la grande région de Montréal, ce que l'étude nomme les francophones non issus de l'immigration deviennent très minoritaires très rapidement, presque partout, là, du moins sur l'île de Montréal, mais c'est de plus en plus vrai aussi sur la rive nord et sud de Montréal et même jusqu'à plus loin, et même dans la région de Québec également. Si on regarde la carte qui fait état là, de l'évolution démographique, en particulier depuis 2011, recensement 2011-2021, on voit que essentiellement, il y a presque plus de quartiers ou d'arrondissements à Montréal où les francophones non issus de l'immigration représentent plus de 50% de la population, je devrais dire. Donc, dans plusieurs quartiers, là, on tombe sur les 20%. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, là, donc vous en tirerez les conclusions que vous voulez en conclure, que vous voulez en tirer. Force est de constater là, que les politiques d'immigration, depuis surtout Justin Trudeau, mais on pourrait remonter jusqu'aux années 80-90, même si elles étaient beaucoup moins élevées à l'époque, on pourrait remonter du moins à l'époque de Jean Charest, ont changé démographiquement le Québec de fond en comble. Et la tendance risque de se maintenir. Et, bon, pessimiste que je suis, en feuilletant le rapport en question, je me suis rappelé de cette analyse, on peut dire, cette réflexion d'Aristote, nul autre qu'Aristote, quand il voyait un signe de tyrannie que d'avoir pour convives et compagnons, je cite ici, là, des hommes d'origine étrangère plutôt que des citoyens, estimant que les citoyens lui sont hostiles, mais que les étrangers ne lui font aucune revendication. Je ne dis pas que notre élite sont des tyrans, mais clairement, il y a quelque chose qui cloche au sein de nos élites pour avoir permis, voire encouragé des politiques d'immigration qui changent démographiquement non seulement le visage, mais la constitution du Québec, et on préfère dire le même argument, la même logique qui s'applique au Canada, aux États-Unis, à presque tout l'Occident en ce moment. Donc, certains pourraient parler d'une trahison des élites, ou du moins d'un égarement de celle-ci, mais ce qui me semble être le résultat de politique évident de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la libanisation de la politique québécoise, et même canadienne et américaine. Mais pour ceux qui connaissent un peu la politique au Liban, là, différentes positions au sein du gouvernement sont réservées pour différents groupes ethnico-religieux pour assurer une espèce d'équilibre, alors qu'on craint toujours un peu, si on peut dire, la guerre civile, que celle-ci éclate. Celle-ci est toujours présente dans l'esprit des gens, et donc on crée une espèce d'équilibre ethnico-religieux en s'assurant que les chiites, les sunnites, les maronites, les catholiques ont une certaine emprise sur le pouvoir politique, mais bien sûr pas assez d'emprise pour pouvoir dominer les autres, parce qu'on est obligé de jongler, si on peut dire, justement ce qu'on appelle la libanisation, ce qui veut dire plusieurs groupes ethnico-religieux qui donc ils sont suffisamment proches en termes de poids démographique l'un de l'autre, ce qui veut dire qu'aucun ne peut réellement prédominer sur les autres. Et donc, c'est la période politique, qui me semble, dans laquelle on est entré au Québec en ce moment. Il faut aussi dire la vérité. Frédéric Lacroix avait récemment déclaré que depuis le référendum de 1995, on peut estimer le solde migratoire au Québec à environ 1,3 million de personnes. Ce qui me fait penser qu'il y a maintenant un verrou démographique sur l'avenir démocratique du Québec, dans le sens où certaines options ne sont plus possibles. On sait très bien que le PLQ peut se maintenir au minimum dans l'opposition officielle, avec à peu près 25 à 30 sièges presque automatiques, simplement par le fait de la population anglophone qui date de plusieurs siècles, mais aussi immigrantes qui votent pour le PLQ d'une façon stalinienne, si on peut dire, du moins des taux extrêmement élevés. Ce qui fait que le Parti libéral peut se lancer en campagne sans même avoir à faire campagne dans au moins à peu près 25 comtés, et donc savoir qu'ils vont toujours au moins constituer l'opposition officielle à Québec. Donc on est entré dans cette ère de libanisation et en même temps de verrou démographique sur la démocratie, qui fait qu'un
on pourrait, là, d'une façon très pessimiste, penser que les Québécois ne peuvent plus avoir de toute façon un troisième référendum, sachant que le vote francophone sera de toute façon divisé très largement et que le vote anglo et allophone, lui, ne le sera pas. Ce qui veut dire que si on est passé à 50-50, à quoi, 50 000 voix de différence en 95, et on ajoute 1,3 million de votes, ça serait un peu moins, étonnamment qu'il y en a sûrement dans ces personnes qui ne peuvent voter, mais qui vont très largement voter pour le non. Ça devient très difficile de gagner celui-ci. Quand on se pose la question aussi en ce qui a trait aux politiques d'immigration, on ne peut qu'en conclure, je crois, objectivement, que toutes les autres politiques sont maintenant secondaires à l'immigration. On peut penser à la santé, à l'éducation, bien sûr, au logement, à l'infrastructure et, de toute évidence, les questions de langue et de laïcité, qu'on n'y croit pas à la laïcité, mais de toute évidence, toutes ces politiques publiques-là découlent maintenant, sont secondaires de l'immigration. D'ailleurs, un des rapports qui fait état de l'origine des étudiants à l'école primaire au Québec, et notamment à Montréal, on se rend compte que maintenant, la majorité des écoles de Montréal, voire toutes les écoles de Montréal, ou du moins tous les arrondissements, les immigrants et les enfants d'immigrants constituent la majorité, même l'immense majorité dans plusieurs des cas. Et tout ça a changé rapidement entre 2011 et 2021 en particulier. Et donc, on peut en venir à la conclusion qu'essentiellement, le ministère de l'Éducation n'est qu'un annexe, voire une extension du ministère de l'Immigration. On peut penser à la même chose avec la santé. Quel genre de pression de moins est-ce qu'on aurait sur le système de santé, sur le système d'éducation, sur le logement, sur l'infrastructure et bien sûr la langue et la cité, si on avait des taux d'immigration plus rationnels, disons, pas ceux découlant d'Ottawa, avec notamment les immigrants temporaires et les demandes d'asile qui ont explosé au cours des dernières années. Il faut se poser la question. On ne fait que calculer ce que l'immigration apporte, ce qui est vrai. L'immigration apporte bien sûr de la main-d'œuvre, notamment des expertises, une vitalité aussi au Québec qui est bien appréciée. Mais après, personne ne nous parle du coût. On ne parle que essentiellement de l'offre et jamais de la demande que ceci génère en termes économiques seulement. Et ça, c'est bien sûr sans parler de la cohésion sociale qui s'effrite rapidement. Il ne s'agit pas bien sûr de blâmer les immigrants individuellement. Après tout, on les a invités. La plupart du temps, on les a même recrutés et individuellement, difficile de dire à quelqu'un qui cherche à améliorer sa vie qu'il a tort. Donc, bien sûr, les immigrants individuellement ne sont pas à blâmer pour ces choses-là. Ils sont dans une situation qui, souvent, ils ne comprennent pas nécessairement entièrement, ce qui est tout à fait normal qu'on arrive d'un pays étranger. Mais en même temps, il faut remettre, je crois, la responsabilité, ou du moins demander une certaine des explications, je crois, à nos élites, là, tout simplement, dans tout ça. Et surtout que on nous met dans une situation où on ne veut pas entrer en conflit, du moins individuellement, avec les immigrants ou même avec les groupes d'immigrants, mais qu'on a des taux d'immigration aussi élevés, on ne peut qu'en parler, on ne peut que remarquer les conséquences souvent négatives, pas que positives. Positives aussi, oui, bien sûr, mais pas que. Et donc, on nous met dans une situation dont on ne voulait pas. Au départ, on voulait bien accueillir un bon nombre de personnes un peu partout dans le monde, dans la mesure du possible. Mais clairement, on a dépassé ces mesures-là. Là, le dernier rapport du commissaire de la langue française, à mon avis, le démontre de façon très claire. Et donc, il faudra se poser la question, est-ce qu'un gouvernement ou un autre peut réellement nous sortir de cette situation, ou du moins mettre les freins sur les politiques des dernières années pour essayer de rétablir un certain équilibre démographique ou simplement ralentir le processus actuel pour essayer de s'assurer que tout ça se déroule de façon le plus harmonieuse possible. Ça reste à voir, mais force est de constater qu'on élise, c'est ça, le Parti libéral ou provincial, du moins, peu importe le Parti libéral, le Parti québécois, la CAQ dernièrement, ou peut-être même QS là, dans un avenir quelconque, ou même PCQ, c'est à peu près toujours la même chose. Les politiques d'immigration ne font que fluctuer minimalement. C'est des nuances de politique. Il n'y a pas d'inversement total. Il n'y a pas de réévaluation, je devrais dire, de ces politiques de fond en comble. On est entré dans une logique du toujours plus et on est incapable d'en sortir, peu importe le parti au pouvoir. Et donc, sur ça, Paolo Dantas, vous voulez nous parler de Mark Carney, le premier ministre canadien, et la fin de sa lune de miel avec l'électorat canadien? Oui, c'est intéressant parce que une chose que je trouve vraiment... J'ai toujours cru que Mark Carney était vraiment
on sort des magiciens, ou surtout au Québec, parce qu'on a vu quand il est rentré, et on se rappelle, il a fait un petit tour vite du Québec. Il était au Carnaval du Québec avec sa ceinture fléchée, puis tout le monde dit, ah, c'est l'homme de la situation, mais à date, on n'avait pas vu au niveau statistique si le Québec était encore avec Mark Carney, parce qu'on sait que Mark Carney a voté vraiment fortement pour les libéraux. On a vu même les blocs. Québécois. Ou les Québécois, oui, Ouais. même les blocs, on a vu qu'à un moment donné, et François Blanchet disait, écoute, à la toute fin, il est presque il dit que voter Carney, ça va être mieux qu'il Poilievre, mais on commence à voir qu'il commence à perdre les plumes. On a vu un sondage récent cette semaine il avait 42%, puis il tombe des 3, puis c'est Pierre Poilievre qui monte de 21 à 25%. Donc la satisfaction des Québécois, ça commence, mais c'est sûr qu'on s'entend, on voit pas beaucoup de résultats, c'est bien beau de dire il est l'homme de la situation, il était là, doute dans la pièce. Mais à date, tous les échanges et les négociations avec Trump n'ont pas encore vraiment donné des vrais résultats. Peut-être, je dis souvent, comme les gens disent, peut-être il y a une stratégie très financière, plein de choses qui vont nous montrer à un moment donné, mais à date, on n'a rien encore vu. Donc, c'est ça. Donc, ça commence à refléter aussi dans les chiffres et les sondages de M. Carney. Ouais, il faut dire que même si les conservateurs manquent de 3, 4, 5% au Québec, ça se traduit généralement par peu ou pas de sièges, simplement parce qu'il n'y a pas de concentration suffisante du vote conservateur au niveau fédéral dans les circonscriptions québécoises, ce qui fait que ça inquiète toujours un peu moins les libéraux. Et il y a cette espèce de bonus, si on peut dire, dans l'urne, on se rend compte que les gens vont dire « je ne voterai pas libéral, je vais voter pour un autre parti ». Et au Québec, surtout, peut-être en Ontario aussi, du moins à l'est de Sudbury, donc essentiellement Toronto et Ottawa et Waterloo, il y a toujours un bonus dans le sens que l'électeur va dans l'urne, puis s'il n'est pas sûr, ben, il va toujours voter libéral, finalement. Juste pour, parce qu'on n'est pas sûr, ben, on va y aller avec libéral, si on les connaît, c'est correct. C'est toujours intéressant, c'est toujours rassurant. Tu sais pas quoi faire, vas-y dans le côté libéral, les gens font tout le temps pour voter libéral. Là. Et donc, vous vouliez parler aussi de François Legault, le premier ministre du Québec, cette fois-ci, là, qui continue de couler dans les sondages. La question que tout le monde se pose, combien de temps va-t-il rester au pouvoir? Est-ce qu'il va durer jusqu'au général de 2026? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, mais j'ai trouvé vraiment, cette semaine, on a vu tous les sondages que la CAQ continue à descendre, même tout ce qu'il a fait, les annonces, les remaniements, et on voit aussi que les médecins sont en train de gagner la bataille de l'opinion publique. On a vu ce sondage aussi, mais les sondages qui mettent vraiment la CAQ à 17%, les taux d'insatisfaction avec M. Legault, c'est presque tout le monde dit presque veulent vraiment finir avec, sont inquiètes et ils sont pas d'accord avec lui. Mais une chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que la CAQ, elle était vraiment une partie de beaucoup de communication. Puis cette semaine, à la période des questions, quand M. Legault s'élève pour répondre à la première question, ça c'était mercredi, à Mme Marois Risky, comme de façon concertée, avant qu'il réponde, tous les députés de la CAQ sont mis des pieds, puis sont mis des buts, puis ont commencé à applaudir M. Legault. Dans le sens, voici, on va montrer qu'on est avec les chefs. Mais je trouve ça un peu spécial parce que c'est la population qui parle. Même s'ils essaient de faire tous les exercices de communication, toutes les systèmes de communication, écoute, ça fonctionne pas. Les gens n'écoutent pas M. Legault, puis peu importe qu'est-ce qu'il fait, puis même à un moment donné, la présidente de la Chambre a été obligée d'annuler, d'arrêter un peu pour que les gens s'y reprennent. Mais je trouvais un peu spécial, pendant que les sondages parlent une chose, on connaît un peu comme ça se passe avec M. Legault, puis qu'eux, ils décident de se mettre des buts, puis applaudissent M. Legault, comme si, OK, nous, on est correct, on sait qu'est-ce que les gens ont besoin, mais pas les autres. Les citoyens, ça, c'est un peu spécial, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. Je trouvais ça, en tant qu'image, pas très fort de la part de députés de la CAQ. Ben, ils vivent dans le déni. Je pense qu'ils sont prêts à tout faire. Ils n'ont rien à perdre aussi, là, d'une certaine façon. Ils ne peuvent pas vraiment chuter plus bas que ça. Là. Du moins, ça serait difficile, qu'ils prédisent, on le répète, là, que la CAQ pourrait très bien n'avoir aucun siège aux prochaines élections générales de 2026, ou du moins très peu, 2, 3 ou 4 ou 5. Ce serait une chute absolument phénoménale. Donc, j'imagine que de leur point de vue, ils se disent, on n'a rien à perdre. Et donc, ils continuent un peu dans le déni. Paolo Dantas, vous animez ici même à Radio-VM l'émission Vision d'actualité qui commence tout de suite après cette émission. Qui sera votre invité de la journée et quel sera le sujet discuté? On va recevoir Étienne Alexandre Beauregard, c'est un nouveau intellectuel de la nouvelle génération québécoise. Il vient de parler de son livre Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. Donc, il va nous parler de ça, du nouveau conservatisme, du bien commun, et particulièrement porté par la génération Z. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Il a été interviewé à Radio-Canada dernièrement et ça a été un entretien relativement, disons,
hostile à lui-même, si je peux dire, mais Exact. c'est Radio-Canada, bien sûr. Il s'en est très bien sorti. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé le fait qu'il ait résisté à l'idéologie radio-canadienne. Une chose qui était claire, c'était les billets de certains de Radio-Canada, de certains progressisme, parce que même Ça lui crevait disait, les yeux. et c'est ça. On voyait les billets, puis c'était tellement clair, mais il a bien fait, vraiment. Tout à fait. Parlo d'Antas, on invite nos auditeurs à rester pour écouter votre émission Vision d'actualité. Un grand merci. Merci à vous. À la semaine prochaine.